Bonjour et bienvenue dans la revue de presse, hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 3 février, au sommaire cette semaine, 5 articles. Consommation, les Français oscillent entre plaisir et arbitrage, à lire sur e-commercemag.fr. Résultats encourageants pour les 2 premières semaines de soldes d'hiver 2023, à lire sur fashionunited.fr. Kookai, Camaïeu, Pimki, les enseignes de prêt-à-porter tombent les unes après les autres, à lire sur BFM Business. Agilité et omnicanalité s'imposent aux marques en 2023, à lire sur e-commerce mag. Et enfin, Amazon dépasse les attentes avec plus de 149 milliards de dollars de chiffre d'affaires au 4e trimestre, à lire sur French Web. Je vous le rappelle, avec les Digital Doers, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message. Avec les Digital Doers, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors si vous êtes intéressé, contactez-moi. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. La consommation des Français oscille entre plaisir et arbitrage, à lire sur e-commercemag.fr en date du 1er février. Face à la diminution de leur pouvoir d'achat, les Français adaptent leur budget en privilégiant les achats plaisir. C'est l'un des enseignements majeurs dans la première édition du baromètre BPCE Digital and Payments, qui, sur la base des paiements effectués par plus de 20 millions de cartes bancaires, analyse l'évolution des achats français en 2022 par rapport à 2021. Pour résister à la crise, les Français ajustent leurs dépenses tout en continuant à se faire plaisir. Forcés d'allouer une part croissante de leurs dépenses à certains postes, comme les carburants, les Français sont contraints de se restreindre sur d'autres, comme l'alimentaire qui baisse de 10%, mais continuent de s'autoriser des petits plaisirs, notamment les sorties. La part des dépenses alimentaires affiche la plus forte baisse parmi les secteurs examinés par le baromètre. Les Français dépensent moins quand ils vont faire leurs courses. Leur panier d'achat moyen ressort en baisse de 6% et espace aussi leur passage au supermarché. La fréquence des transactions a baissé de 5%. Enfin, la baisse de 6% des dépenses de télécommunications suggère que les Français ont également commencé à rationaliser leurs dépenses de services utilitaires. Si on note un fort rebond de la convivialité et des voyages ainsi que des achats en boutique et des activités de plein air, par effet de vases communicants, les secteurs liés à la sphère domestique ont sensiblement ralenti entre 2021 et 2022. Si l'ensemble des dépenses moyennes des Français restent stables en 2022, leurs dépenses dans les bars et restaurants progressent fortement. Sans flamber, les Français sortent plus souvent. Pour les bars, on observe un bond de 35% du nombre de transactions entre 2019 et 2022. Le montant des dépenses dans d'autres catégories associées aux petits plaisirs du quotidien résiste bien, plus 18% pour la beauté et cosmétique, plus 16% pour les salons de coiffure. Les grands gagnants de cette envie de détente sont le tourisme et les sorties conviviales qui connaissent des niveaux de croissance inédits, même comparés à l'avant-Covid. Les agences de voyage réalisent plus 18%, les hôtels plus 14%, les compagnies aériennes plus 11%, les trains grande ligne plus 9% en 2022 versus 2019. Le digital dans l'arsenal anti-crise des Français. La généralisation de l'e-commerce avait bénéficié d'un effet booster en 2020 et 2021 avec un bond de 36% en 2 ans. Pourtant, les effets spectaculaires de la crise sanitaire se sont estompés en 2022. Le commerce en ligne n'affiche plus que 10% de croissance sur l'année passée. Mais ce ralentissement est relatif. Rares sont les catégories où le commerce physique a regagné du terrain et surtout, les usages des moins de 35 ans montrent que la digitalisation se poursuit. Il semble même que le digital ait renforcé sa position de terrain naturel auprès des jeunes générations, que ce soit pour acheter malin ou pour se changer les idées. Ils sont les principaux moteurs de l'achat de mode seconde main et de voyages en bus, longue distance et autopartage. Également extrêmement présent chez les jeunes consommateurs, les achats de produits digitaux continuent de progresser. Les moins de 35 ans font exploser certains secteurs comme la vidéo à la demande et le streaming musical.
dont il représente environ 45% des dépenses et 63% s'agissant des jeux vidéo. Arbitrage entre fin de mois et fin du monde. La consommation responsable, seconde main, bio, commerce équitable, etc. ralentit à l'exception des dons. La générosité des Français s'est exprimée par une hausse de 21% entre 2021 et 2022, qui s'explique par un afflux exceptionnel de dons au mois de mars 2022 en réponse aux appels d'ONG à la solidarité avec l'Ukraine. Sur d'autres secteurs de la consommation responsable, les signaux sont plus ambigus. Le plus net est le recul des enseignes alimentaires bio qui affichent moins 10% en 2022 et effacent ainsi presque totalement la croissance observée depuis 2019. Coup de froid aussi pour l'économie de la seconde main qui affiche 2 fois moins de croissance que l'année dernière. Néanmoins, la progression de cette catégorie reste impressionnante depuis 2019, plus 183%, et la sous-catégorie de la seconde main vestimentaire reste dynamique, plus 15%. Résultats encourageants pour les 2 premières semaines des soldes d'hiver 2023 à lire sur fashionunited.fr en date du 30 janvier. L'IFM note une tendance à la hausse pour les 2 premières semaines de soldes d'hiver 2023 par rapport à 2022. Après l'embellie du mois de décembre 2022, les 2 premières semaines des soldes d'hiver 2023 qui ont débuté le 11 janvier ont été plus animées que celles de l'année dernière. Au cours de ces 2 premières semaines, les ventes des distributeurs ont enregistré en moyenne une hausse d'environ 5% en valeur par rapport à la même période 2022. À près de 50% des distributeurs interrogés ont constaté une meilleure fréquentation des magasins et tous les circuits de distribution ont enregistré une augmentation de leur activité commerciale. Pour 70% des entreprises interrogées, le panier moyen s'est établi à un niveau supérieur à celui de l'année dernière. Paradoxalement, in fine, seuls 23% des entreprises interviewées jugent favorable la perspective d'activité commerciale pour les semaines de soldes restantes. Koukaï, Camaïeu, Pimki, les enseignes de prêt-à-porter tombent les unes après les autres à lire sur BFM Business en date du 3 février. Ces enseignes françaises de prêt-à-porter, autrefois florissantes, accumulent les difficultés. Si ces dernières ne sont pas nouvelles, elles ont été accentuées par la crise sanitaire. Crise sanitaire, concurrence du e-commerce, inflation ou encore essor du marché de la seconde main. Les complications s'accumulent pour les enseignes de prêt-à-porter ces dernières années. Ces difficultés sont d'autant plus compliquées à gérer lorsque les entreprises comme Koukaï ou Pimki sont de longue date en difficulté, allant jusqu'à la liquidation judiciaire pour Camaïeu. La crise sanitaire, si Koukaï est en redressement judiciaire, c'est selon l'entreprise en raison des difficultés économiques que rencontre le secteur du prêt-à-porter en Europe, que la crise du Covid-19 n'a fait qu'accentuer. Koukaï pointe du doigt le manque de soutien des banques et regrette notamment de s'être vu refuser les prêts garantis par l'État, PGE. L'enseigne Pimki, fondée en 1971, connaît elle aussi des difficultés depuis plus d'une décennie, sur le point d'être cédée par l'association familiale Muliez, AFM, à un consortium alliant Lee Cooper France, Kindi et Ibesler Textile. En France, la vente de textiles a été classée en activité non essentielle lors des confinements de l'économie pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Les magasins ont dû garder porte close une bonne partie de 2020 et 2021, pénalisant les entreprises qui réalisaient l'essentiel de leurs ventes en boutique. En outre, les consommateurs se sont dans cette période massivement retournés vers l'équipement à la personne, détournés de l'équipement à la personne. Moins de sorties et d'événements festifs, plus de travail à domicile, allocation du budget aux vacances, de quoi gréver les trésoreries. Le poids de l'inflation pour l'habillement, la sortie de la pandémie ne signifie pas un retour à la situation d'avant Covid-19. Les ventes restent en 2022 près de 10% inférieures à leur niveau 2019, explique Gilda Mainviel, directeur de l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode, IFM. En cause l'inflation, les distributeurs ont été contraints d'augmenter les prix, ce qui est toujours mauvais pour la consommation, poursuit-il.
Il y a l'augmentation du coût de l'énergie, des loyers et salaires, mais aussi le remboursement des PGE souscrits pendant la crise du Covid-19, ce qui réduit encore la rentabilité des commerces, abonde Emmanuel Leroc, délégué général de Procos, Fédération du commerce spécialisé. Et les consommateurs qui subissent la hausse des prix du carburant, du chauffage et de l'alimentation ont tendance à ne pas dépenser beaucoup pour l'habillement, plutôt quelques jours de vacances ou un chariot de course rempli qu'une virée en boutique. Essor du e-commerce. Cela fait longtemps que les Français font moins les boutiques. Il manquait encore en 2022 15% des clients en magasin par rapport à 2019, selon Emmanuel Leroc. La dépense moyenne lors d'une visite en boutique a grossi, mais n'a pas non plus rattrapé le niveau d'avant Covid. De fait, la fréquentation baissait de l'ordre de 2 à 3% par an depuis une dizaine d'années avant le Covid. Les clients pouvant mieux préparer leurs achats ou consommer directement en ligne. Là encore, les enseignes qui ne sont pas suffisamment adaptées à l'omnicanalité, c'est-à-dire à combiner les ventes en ligne et en boutique, sont très pénalisées. De même pour celles qui n'ont pas suffisamment investi dans les réseaux sociaux ou qui n'ont pas les capacités économiques de s'offrir de la publicité. Selon une étude de l'IFM et du panéliste Kantar en mai, un cinquième des ventes de vêtements en 2021 ont eu lieu en ligne contre seulement 6% en 2009. Cette étude chiffrait à 2,3 milliards le nombre d'articles de mode achetés sur l'année 2019, soit environ 46 unités par an et par personne. Milieu de gamme en souffrance. Autre tendance lourde, le milieu de gamme a de plus en plus de difficultés à exister. Dans la mode, il faut des aspérités, être plus attractif que la concurrence. Ce que les enseignes de cette catégorie ont de plus en plus de mal à faire, estime Gilda Mainviel. Cette tendance de consommation est également en vigueur dans l'alimentaire avec, d'un côté, une offre discount et de l'autre, une offre plus haut de gamme profite notamment aux outlets ou magasins de déstockage et en ligne à des acteurs de l'ultra fast fashion comme Shein, ciblant notamment les plus jeunes. À noter toutefois toutes les enseignes historiques qui ne sont pas en difficulté. En vol de la seconde main. La seconde main est également en très forte croissance. Facilitée par les acteurs en ligne comme Vinted ou Le Bon Coin, elle doit son essor à des prix plus attractifs que le neuf, mais aussi à la prise de conscience progressive par les consommateurs de l'important poids écologique et sociétal de l'industrie du textile, régulièrement stigmatisée par des associations de défense de la planète. En réaction, de plus en plus d'enseignes vendent des vêtements d'occasion en plus de leur offre habituelle de neuf. Agilité et omnicanalité s'imposent aux marques en 2023, à lire sur e-commercemag.fr en date du 3 février. Dans un contexte d'hybridation du commerce, l'omnicanalité n'est plus une option. La course à l'innovation bat son plein pour offrir des expériences d'achat renouvelées à des consommateurs devenus versatiles et exigeants. Sur le web, l'accès aux places de marché se densifie avec une concurrence sévère sur les services. État des lieux avec Vincent Druguet, CEO de Wunderman Thompson France, et Jérémy Hoy, Managing Director Groupe M Commerce chez Groupe M France. Quelles sont les principales conclusions du baromètre Future Shopper Wunderman Thompson et WPP 2022 ? Nous avons été surpris par certains chiffres de cette 4e édition française. Déjà en 2021, nous avions observé la démultiplication des canaux, mais cette année, de nouveaux points de contact sont apparus, et notamment les sites de seconde main. En effet, 12% des interviewés disent utiliser Back Market ou Vinted dans la phase d'inspiration pour faire du lèche-vitrine avant de s'orienter sur un site de distributeur, un site de marque ou sur les réseaux sociaux. Autre phénomène marquant, les marketplaces, et notamment Amazon, se positionnent comme les leaders incontestés de l'e-commerce sur l'ensemble du parcours shopper, combinant inspiration et recherche, d'autant que près de 70% des clients veulent passer de l'inspiration à l'achat le plus rapidement possible. En France, pas moins de 35% des dépenses en ligne sont réalisées sur les plateformes, dont 25% sur Amazon. On constate que le client est extrêmement changeant et les marques doivent avoir la capacité de proposer la bonne affaire au bon moment. Dernière surprise, entre le choix du service rapide et le choix écologique, les consommateurs privilégient la rapidité du service au détriment d'une réduction de l'empreinte carbone liée aux livraisons. Des réflexes conditionnés par Amazon puisque le phénomène est mondial. Malgré tout, le Green IT est une donnée étudiée par nos clients.
Les Français se montrent très vigilants quant à la protection de leurs données, mais consentent à les communiquer pour profiter des offres et de promotions. Là encore, décrypter leur intention n'est pas simple. Comment les marques doivent-elles gérer le poids des idéaux et les contraintes dans les comportements des consommateurs? Phénomène décrit dans le dernier ouvrage de Philippe Moati. L'enjeu principal pour les marques, c'est de connaître leurs clients pour les suivre dans leur parcours de navigation au sein d'un écosystème digital en constante évolution. Pour délivrer le bon message à la bonne cible, il faut s'équiper technologiquement et être organisé en interne avec des data scientists. Il est essentiel d'anticiper et d'innover dans ce contexte. L'exemple de Fnac Darty est intéressant avec l'usage du live shopping et des réseaux sociaux, du lancement de l'offre de seconde main pour répondre aux attentes des consommateurs. Connaître le client, c'est aussi intégrer sa versatilité, analyser, ajuster en permanence les données, la communication, la politique de prix, l'offre, catalogue. C'est très contraignant pour les marques et les marchands. Les projections se font aujourd'hui à 3 mois et non plus à 1 an. Quelles innovations sont attendues selon vous dans le secteur de l'e-commerce français ? Nous voyons se développer le rôle de l'intelligence artificielle dans l'e-commerce à des fins de personnalisation des sites marchands. Le live commerce et le social commerce vont s'imposer, mais aussi la capacité à prédire les stocks pour rendre les produits et les services disponibles sur tous les canaux. Enfin, les consommateurs veulent avoir un lien direct entre inspiration et conversion, ce qui pousse les sites à une course à l'innovation. Que ce soit sur les sites des distributeurs, les bannières, les réseaux sociaux, il faut pouvoir assurer la conversion dans le panier. Elon Musk qui rachète Twitter, qu'est-ce que cela vous inspire ? Plus que Twitter lui-même, c'est le sujet lié à la monétisation de l'influence qui est sur la table. Tout le monde cherche un business model à Twitter, pas sûr que les gens payent une somme chaque mois pour être certifiés. Seuls 6% des Français sont sur Twitter, donc cela ne concerne qu'une certaine population, la plupart n'iront pas. Quels sont, selon vous, les grands enjeux en termes de logistique ? La logistique est au cœur de l'expérience client avec en toile de fond l'engagement RSE des acteurs. En effet, même si 47% des consommateurs plébiscitent les marques respectueuses de l'environnement, le choix entre durabilité et confort reste un dilemme. 37% des internautes aimeraient des livraisons plus rapides et 21% les préféreraient plus respectueuses de l'environnement. À court terme, les consommateurs retiennent le prix, la livraison rapide et le choix proposé par les différentes typologies de livraison. Pour l'e-marchand, l'enjeu est de préserver les marges dans un contexte économique difficile. Pour y arriver, l'automatisation de la supply chain permet de mieux piloter sa capacité à écouler et à livrer pour rationaliser les coûts de fonctionnement d'une stratégie multicanale. Comment les marques doivent-elles s'emparer du social commerce ? Quelles stratégies doivent-elles privilégier ? Premier point, elles doivent le considérer. Ensuite, elles ont pour priorité d'investir pour être capables de distribuer leur catalogue et leur contenu sur les réseaux sociaux. Et ne pas hésiter à mettre le lien sur le site marchand car les internautes cliquent dans leur phase d'achat. Demain, le funnel sera intégré dans le réseau social. Je pense qu'il faut avoir une approche des portfolios spécifiques aux plateformes sociales, pousser des nouveautés, des gammes instantanées ou exclusives. Quel rôle jouent les marketplaces dans le parcours d'achat des internautes ? Voyez-vous des évolutions majeures sur cette diversification de l'e-commerce ? Notre étude indique que 55% des sondés en France sont motivés par la perspective de pouvoir tout acheter sur une seule plateforme. Versus 64% global. Et 56% considèrent qu'Amazon est good value for money. Il est donc évident que les sites en D2C vont investir les places de marché, être là où se trouvent les clients. Les consommateurs y font du lèche-vitrine, mais c'est aussi le premier moteur de recherche avant tout achat. Tant les catalogues sont riches, les marketplaces sont présentes à toutes les étapes du parcours d'achat, y compris dans le magasin lui-même, où les consommateurs recherchent le prix d'un article en ligne. On voit que les DNVB, qui ont connu leur heure de gloire pendant le confinement, sont en difficulté aujourd'hui. Du côté des vendeurs, les places de marché permettent de réunir en un même endroit des gros faiseurs, mais aussi des petites marques qui sont présentes à de gros carrefours d'audience et qui écoulent de la marchandise à moindre frais.
On annonçait un retour en grâce du point de vente physique post-Covid. Le phénomène a-t-il eu lieu ? Premier point, les consommateurs demandent aux marques d'être omnicanales. Près de la moitié des sondés souhaitent que les enseignes communiquent de la même manière sur tous les canaux et 54% des 16-24 ans préfèrent faire du shopping chez une marque possédant des points de vente physiques. Enfin, 51% souhaiteraient que les marques et les distributeurs innovent dans l'usage des nouvelles technologies pour améliorer l'expérience d'achat. Donc oui, le magasin a un rôle à jouer, mais il doit être davantage connecté à l'écosystème global. L'union entre digital et retail est en train de s'opérer grâce à la connectivité des points de vente physiques. L'ère du service a guidé le commerce ces dernières années. Quels sont les prochains défis ? L'ère de la souscription, sans doute. Nous voyons apparaître de nouveaux business models dans le commerce, comme l'abonnement mensuel à 34,99 € lancé par Pizza dell'Arte pour manger dans les restaurants une fois par jour. Autre retour en force, les programmes de fidélisation et les stratégies des marques pour garder leurs clients. Celles pour lesquelles nous travaillons capitalisent sur leur CRM et redonnent de la valeur à leur base client. Les distributeurs réinvestissent les programmes de fidélité à l'instar de Prime, d'Amazon, Ikea Family, Monoprix, Lidl, Action, Darty-Max pour prolonger la durée de vie des produits. Les modèles de fidélisation sont très innovants. Quels sont, selon vous, les exemples les plus réussis d'appropriation du métaverse par les marques ? Pour l'instant, c'est un sujet d'image et de modernité pour les enseignes. Le sujet du business arrivera plus tard, même si concernant le Direct to Avatar, il y a une appétence évidente pour les gamers. Certaines industries, comme le luxe, ont déjà des retours sur investissement. Un an après de nombreuses annonces de structuration du marché, quel bilan tirez-vous du retail média en France ? Quelle tendance pour 2023 ? L'e-retail média est devenu le troisième pilier de la publicité digitale derrière le social et le search. Pour autant, la progression va se poursuivre avec des prévisions autour de 20-25% de part d'investissement digital dans les 3 prochaines années, contre 10% aujourd'hui, portées par les acteurs de la grande distribution. D'autres secteurs, cosmétiques, bricolage, mode, ont compris l'intérêt de ce média en termes de connaissances marketing, de revenus additionnels pour les marchands. En 2023, l'écosystème du retail média va s'agrandir avec l'usage de la data sur les plans marketing intégrant la TV segmentée, le DO, la vidéo. Amazon dépasse les attentes avec plus de 149 milliards de dollars de chiffre d'affaires au 4e trimestre, à lire sur French Web en date du 3 février. Amazon a annoncé jeudi soir avoir réalisé un chiffre d'affaires de 149,2 milliards de dollars au 4e trimestre 2022, un résultat supérieur à ses prévisions et aux attentes du marché dans un contexte où l'inflation pèse sur les dépenses des consommateurs. Mais le géant du commerce en ligne a fait des prévisions prudentes pour le trimestre en cours. Dans son communiqué de résultats publié jeudi, les revenus compris entre 121 et 126 milliards de dollars au lieu des 125 escomptés par le consensus d'analystes de Factess 7. Le groupe américain table en outre sur un bénéfice opérationnel compris entre 0 et 4 milliards de dollars. Le marché attend 4 milliards pour cet indicateur clé de la rentabilité de la plateforme. À Wall Street, son titre perdait plus de 6% lors des échanges électroniques après la clôture de la bourse. Nous sommes encouragés par les progrès que nous faisons en termes de réduction des coûts, a déclaré Andy Jassy, le patron d'Amazon, cité dans le communiqué. Le groupe a annoncé début janvier la suppression de plus de 18 000 postes. Il comptait fin septembre 1,54 million d'employés dans le monde, sans inclure les travailleurs saisonniers recrutés en période d'activité accrue, notamment pendant les fêtes de fin d'année. À court terme, nous faisons face à une économie incertaine, mais nous restons assez optimistes sur les opportunités sur le long terme, a ajouté Monsieur Jassy. AWS, sa branche de cloud, l'informatique à distance, a aussi déçu avec un chiffre d'affaires de 21,4 milliards et un bénéfice opérationnel en baisse de 5,2 milliards, signe que le très porteur secteur de l'informatique à distance n'est plus imperméable à la conjoncture économique. Un coup dur pour Amazon dont les profits dépendent de plus en plus d'AWS, souligne Andrew Lipsman, analyste d'Insider Intelligence. Selon ce cabinet, d'ici à la fin 2023, les ventes en ligne d'Amazon dans le monde vont croître de 14% à 746,2 milliards de dollars, soit une part de marché mondial de 11,8%.
Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.